Il existe en Thaïlande un dicton que les femmes se murmurent entre elles lorsque les voisins ne peuvent pas entendre. Un dicton qui ne figure dans aucun guide touristique et qu'aucun homme venu de loin n'a jamais appris à prononcer correctement. Il a planté le jardin, mais c'est moi qui ramasse les fruits pourris. Ce message est arrivé un mardi soir dans la boîte de réception de cette chaîne, envoyé par une femme qui ne parlait pas un mot de français, mais qui avait demandé à sa nièce de traduire chaque phrase avec une précision douloureuse. Elle s'appelle Aruni. Elle vit à Udon Thani, dans le nord-est de la Thaïlande, dans une région que les habitants appellent, lisant, une terre de rizière, de routes poussiéreuses et de familles qui tiennent debout par la seule force de la volonté des femmes qui les composent. Aruni ne demandait pas d'argent, elle ne demandait pas de pitié. Elle demandait quelque chose de bien plus rare. Elle demandait qu'on raconte l'autre version de l'histoire. Pas celle que vous connaissez déjà. Pas celle de l'homme qui a perdu son argent, son cœur, sa dignité dans les bras d'une femme thaïlandaise. Non. L'autre histoire. Celle de la femme qui reste debout dans la maison que l'homme a construite le matin où elle comprend qu'il ne reviendra jamais. Celle de l'enfant qui apprend le mot papa dans une langue que son père ne lui parle plus. Celle de la mère qui regarde une chaise vide à la table de la cuisine et un téléphone qui a cessé de sonner. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une histoire unique. Ce sont 5 histoires, 5 femmes. 5 hommes qui sont partis, 5 maisons où il manque une personne. Et si vous pensez que cette vidéo vous concerne pas, que ces histoires appartiennent à d'autres, à des inconnus dont les erreurs ne ressemblent pas aux vôtres, restez quand même... Parce que la femme qui a envoyé ce message connaît un détail sur vous que vous ignorez peu, être vous-même. Et ce détail pourrait changer la façon dont vous regardez chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant. Avant de commencer, laissez-moi vous dire où cette histoire se passe réellement, pas dans un bar de Pattaya, pas dans un salon de massage de Bangkok. Elle se passe sur une terrasse couverte, à côté d'un jardin de papayers, qu'un homme a planté il y a plus de 10 ans et que personne ne récolte plus. Elle se passe un jeudi soir, quand la pluie frappe le toit de tôle ondulé et que 8 femmes s'assoient sur des chaises en plastique, boivent du thé, mangent du poulet grillé et partagent le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont perdu la même chose sans jamais se l'être dit à voix haute. Ce cercle de thé, c'est ainsi qu'elle l'appelle, sans nom officiel, sans inscription, sans financement, a été créé par Aruni il y a environ 7 ans. Aruni a alors 48 ans. Elle n'est pas assistante sociale, elle n'est pas psychologue. Elle est une femme qui a vécu exactement ce que chacune des femmes assises dans ce cercle a vécu et qui a décidé un jour que le fait de raconter sa propre histoire à voix haute, devant d'autres femmes qui comprenaient sans qu'on ait besoin d'expliquer, était la seule forme de guérison qu'elle pouvait se permettre. L'histoire d'Aruni est simple dans sa structure et dévastatrice dans ses détails. Environ 10 à 7 ans avant cette soirée sur la terrasse, elle a épousé un homme belge prénommé Gert, un technicien en télécommunications d'Anvers, qui avait pris sa retraite anticipée à 55 ans et s'était installé à Udon Thani. Ils ont vécu ensemble pendant 6 ans. Gert a construit une maison sur le terrain de la famille d'Aruni. Il a adopté légalement la fille qu'Aruni avait eue d'un précédent mariage thaïlandais avec les documents officiels tamponnés au bureau de district. Il a planté un jardin de papayères. Il a dit à la mère d'Aruni qu'il mourrait à Udon Thani. Puis Gert a reçu un diagnostic, un cancer de la prostate à un stade précoce, traitable, mais nécessitant un suivi médical prolongé. Son assurance belge, qu'il avait conservée, couvrait les traitements en Belgique. Elle ne couvrait rien en Thaïlande. Il est parti pour ce qu'il a appelé 3 mois de soins. Il n'est jamais revenu. La première année, il appelait chaque semaine, puis chaque mois, puis les appels contenaient une nouvelle voix, en arrière-plan, une femme prénommée Lisbeth, infirmière à l'hôpital où Gert suivait son traitement. 2 ans après son départ, les appels ont cessé complètement. La maison à Udon Thani au nom d'Aruni est restée. Le jardin de papayers a poussé à l'état sauvage. La fille adoptive, alors âgée de 14 ans, demandait à Aruni chaque dimanche « Quand est-ce que papa Gert revient ?» Aruni a cessé de répondre parce que chaque réponse qu'elle pouvait donner était soit un mensonge, soit une cruauté. C'est cette femme qui verse le thé ce jeudi soir. C'est cette femme qui a ouvert sa terrasse aux autres. Et c'est à travers ses yeux que vous allez entendre ce qui suit. Aruni dit souvent la même chose aux nouvelles venues dans le cercle. Elle dit « Chaque étranger qui vient en Thaïlande a une histoire sur la femme thaïlandaise qui lui a brisé le cœur, ou qui a pris son argent, ou qui a disparu avec l'or. Allez dans n'importe quel bar où les hommes occidentaux s'assoient ensemble et vous entendrez ces histoires toute la nuit. Ce sont des histoires vraies, je ne les nie pas, mais il y a d'autres histoires, des histoires que personne ne raconte. Ce soir, on les raconte.
Si les histoires que je raconte vous plaisent, pensez à appuyer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est essentiel pour la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être là. La première femme à parler ce jeudi soir s'appelle Prani, mais tout le monde dans le cercle l'appelle Pra. Elle a 44 ans. Elle vient de Nong Khai, une ville posée directement sur la rive du Mekong, en face du Laos, là où le fleuve est si large que les enfants sur la berge thaïlandaise peuvent voir les toits des maisons, laotiennes de l'autre côté, mais ne peuvent pas distinguer les visages des gens qui y vivent. Cette image, voir quelque chose de si proche qu'on pourrait presque le toucher, mais qui reste irrémédiablement de l'autre côté, résume assez bien la vie de Pra. Pra a grandi dans une petite ferme familiale, des rizières, quelques têtes de bétail. Deuxième de 5 enfants. Elle a quitté l'école à 15 ans pour aider sa mère après que son père a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement paralysé du côté gauche. De 6 à 23 ans, elle a travaillé à un stand de nouilles au marché fluvial de Nong Khai debout dès 4 heures du matin, le visage au-dessus de la vapeur, les mains rougies par la sauce pimentée, servant des bols de soupe à des pêcheurs, des chauffeurs de tuk-tuk et des touristes qui ne la regardaient pas dans les yeux. À 24 ans, elle a épousé un homme thaïlandais, un chauffeur routier longue distance prénommé Chanin. Chanin est mort dans un accident sur l'autoroute près de Nakhon Ratchasima quand Prae avait 29 ans. Ils avaient 2 enfants, un fils Natapong, qui a maintenant 20 ans, et une fille Lalita qui en a 10 à 7. Après la mort de Chanin, Pra a trouvé un emploi de femme de ménage dans une pension de famille à Nong Khai, qui accueillait principalement des touristes européens traversant le pont de l'Amitié vers le Laos. Elle nettoyait les chambres, faisait la lessive, servait le petit déjeuner. Elle gagnait 8000 bahts par mois. Avec ce montant, elle a élevé 2 enfants, géré les soins de son père handicapé et mis de la nourriture sur la table chaque soir pendant 7 ans. 7 ans de travail invisible, de mathématiques impossibles entre ce qu'elle gagnait et ce qu'elle devait dépenser, de réveil à l'aube et de coucher après minuit. C'est dans cette pension que Didier est apparu, Didier Moncorgé, 63 ans au moment de son arrivée, originaire de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain en France, contremaître à la retraite dans une usine de fabrication de plastique 30 et 1 an à superviser le moulage par injection de composants pour l'industrie automobile. Ses mains avaient cette douceur particulière des hommes qui ont porté des gants industriels pendant 3 décennies lisses comme du papier usé, avec des ongles courts et impeccables qui ne correspondaient pas à la rudesse de son visage buriné par les hivers de l'Ain. Didier est resté à la pension de Pra pendant 2 semaines. Elle lui apportait le petit déjeuner chaque matin, café, pain grillé et un petit bol de bouillie qu'elle avait ajouté à l'offre standard parce qu'elle avait remarqué qu'il ne mangeait pas le buffet occidental complet. Il avait remarqué qu'elle avait remarqué. C'est ainsi que tout a commencé par un bol de bouillie de riz qu'une femme avait préparé sans qu'on le lui demande, et par le regard d'un homme qui avait compris que ce geste signifiait quelque chose que les mots ne pouvaient pas dire. Ils ont maintenu une relation à distance pendant 1 an. Didier a visité 3 fois, chaque séjour plus long que le précédent. Lors de la 3e visite, il a dit à Pra qu'il voulait prendre sa retraite à Nong Khai de manière permanente. Il a loué une maison près du fleuve 12 000 bahts par mois et a demandé à Pra de s'installer avec lui. Elle a amené les enfants. Natapong avait 13 ans. Lalita en avait 10. Didier a acheté un vélo à Natapong et a aidé Lalita avec ses devoirs en dessinant des bandes dessinées pour illustrer les mots de vocabulaire des petits personnages avec des bulles de dialogue que Lalita trouvait si drôles qu'elle les montrait à ses camarades de classe. Ces bandes dessinées sont toujours dans une boîte sous le lit de Lalita. Elle ne les a jamais jetées. Sur 3 ans, Didier a dépensé environ 1 600 000 bahts, l'équivalent de 40 800 € environ répartis entre le loyer cumulé de la maison, un pick-up d'occasion, des meubles, les frais de scolarité des enfants, les soins médicaux continus du père de Pra et une petite extension de la maison familiale de Pra pour créer une chambre convenable pour ses parents. Il ne comptait pas. Ou plutôt, il comptait, mais il considérait chaque dépense comme un investissement dans la vie qu'il était en train de construire, une vie qui avait le goût du riz frais le matin, l'odeur du jasmin sur la terrasse le soir, et le son de 2 enfants qu'il appelait Lung Didier, oncle Didier, avec un naturel qui lui serrait le cœur chaque fois. Ils se sont mariés environ 2 ans après son installation. Cérémonie thaïlandaise, modeste. La mère de Pra a cuisiné pour une 30aine d'invités. Didier portait une chemise blanche et une cravate empruntée au propriétaire de la pension. Pra portait une robe traditionnelle en soie que sa grand-mère avait portée 30 ans plus tôt et que sa mère avait conservée dans un coffre en bois de teck, enveloppé dans du papier de soie jauni.
Quand Prat est sorti de la maison dans cette robe, Didier a pleuré. Pas beaucoup. Juste assez pour que Prat comprenne que cet homme, avec ses mains lisses et son accent français qui transformait chaque mot thaïlandais en quelque chose de légèrement musical, l'aimait d'une manière qu'elle n'avait pas connue avec Shanine, pas plus profonde, mais différente, plus lente, plus délibérée. Comme si chaque geste d'affection avait été réfléchi avant d'être offert. Puis la mère de Didier est tombée. Pas métaphoriquement, littéralement. À Bourg-en-Bresse, une femme de 89, en vivant seule dans un appartement au 2e étage, a glissé dans sa salle de bain et s'est fracturé la hanche. Didier a pris l'avion. Le plan était simple. 2 mois pour gérer la chirurgie et le rétablissement. Puis retour à Nong Khai. Prat l'a accompagné à l'aéroport. Lalita lui a donné un dessin en papayer avec un cœur rouge accroché à l'une des branches. Didier a mis le dessin dans la poche intérieure de sa veste et a promis qu'il le garderait sur lui jusqu'à son retour. La chirurgie de la hanche a entraîné des complications. La mère de Didier ne pouvait plus vivre seule. Sa sœur, une femme prénommée Claudine, qui avait géré les affaires de leur mère pendant des années, a dit à Didier avec une franchise brutale « Tu es en Thaïlande depuis 4 ans. Moi, je suis ici toute seule avec maman depuis 4 ans. C'est ton tour. » Didier avait l'intention de stabiliser la situation et de revenir, puis la pandémie a fermé les frontières. Les mois sont devenus une année. L'état de sa mère s'est stabilisé mais nécessitait une surveillance quotidienne. Claudine a été diagnostiquée avec ses propres problèmes de santé, un lupus, et ne pouvait plus partager la charge. Didier était piégé pas par la tromperie, pas par la malveillance, mais par la force gravitationnelle du devoir filial dans un pays où placer une mère de 4-29 ans dans une maison de retraite porte une honte qu'il ne pouvait pas supporter. Il a appelé Prat chaque semaine. Puis toutes les 2 semaines, il envoyait de l'argent, initialement 40 000 bahts par mois, puis 30 000, puis 20 000 à mesure, que ses économies fondaient sous le coût des soins à domicile de sa mère en France, où une aide-soignante à temps partiel coûte plus par mois que le budget total du ménage de Prat. Puis la mère de Didier est morte. Prat a attendu qu'il revienne, il a dit qu'il devait régler la succession. La succession consistait en un petit appartement à Bourg-en-Bresse et un compte bancaire modeste. Le règlement a pris 4 mois. Pendant ces 4 mois, les appels de Didier sont devenus plus courts. Il commençait des phrases par « quand je reviendrai » et ne les finissait plus. Puis, lors d'un appel vidéo un dimanche après-midi, Prat s'en souvient parce que Lalita était dans la pièce voisine et faisait ses devoirs. Didier a dit qu'il avait rencontré quelqu'un, une Française. Une veuve prénommée Hélène, qui habitait l'immeuble de sa mère. Ils prenaient le café ensemble chaque matin depuis l'enterrement. C'était devenu autre chose. Il a dit « Je n'ai pas prévu ça, je suis désolé, je tiens toujours à toi et aux enfants ». Prat n'a rien dit. Elle a coupé l'appel, elle s'est assise sur la terrasse de la maison qu'ils avaient partagée et elle a regardé le Mékong couler vers le Cambodge et elle n'a pas bougé pendant 3 heures. Lalita est venue la chercher quand il a commencé à faire nuit. Elle a trouvé sa mère assise dans l'obscurité, les yeux secs, le téléphone posé sur la rambarde, l'écran éteint. Lalita a dit « Maman, tu as faim ?» Prat a dit « Non ». Puis elle s'est levée, est entrée dans la cuisine et a préparé le dîner comme si rien ne s'était passé. Parce que c'est ce que font les femmes qui n'ont pas le luxe de s'effondrer, elles préparent le dîner. Didier a continué à envoyer 15 000 bahts par mois pendant 6 mois supplémentaires pour les enfants, puis il a réduit à 10 000, puis il a arrêté complètement quand Hélène a emménagé avec lui et que ses priorités financières se sont restructurées autour d'une nouvelle configuration domestique. Le pick-up immatriculé au nom de Didier, parce qu'il avait été acheté avant l'enregistrement du mariage, ne pouvait pas être vendu sans sa signature. Il est resté dans l'allée de Prat pendant 14 mois, se dépréciant sous le soleil et la pluie, jusqu'à ce qu'un mécanicien local propose de l'acheter de manière informelle en espèces à 40% de sa valeur. Prat a accepté parce qu'elle avait besoin de l'argent plus que du principe. Aujourd'hui, Prat travaille à la même pension, le même service du petit déjeuner. Natapong, maintenant 20 ans, travaille dans une usine dans la province de Rayong et envoie à Prat 8 000 bahts par mois, presque exactement ce qu'elle gagnait avant l'arrivée de Didier. Lalita termine ses études secondaires et veut devenir infirmière. Prat économise pour les frais d'inscription. Elle vient au cercle de thé d'Aruni un jeudi sur 2. Elle ne parle pas beaucoup. Quand elle parle, elle dit des choses comme « il ne m'a pas menti, il a simplement cessé d'être capable de tenir la vérité ». La deuxième femme qui parle ce soir est différente des autres. Siri Porn, tout le monde l'appelle Porn, 36 ans et vient de Khon Kaen. Elle est inhabituelle dans le cercle de thé parce qu'elle est instruite. Diplômée en administration des affaires de l'université de Khon Kaen.
Elle a travaillé pendant 4 ans dans une chaîne hôtelière à Bangkok en tant que responsable de la réception avant de revenir chez elle pour s'occuper de sa mère après une amputation liée au diabète. Elle parle couramment une langue européenne en plus du thaï. Elle est vive, organisée et avant la relation qui l'a amenée dans ce cercle financièrement indépendante. L'homme s'appelait Rüdiger Pfeiffer, 52 ans, originaire de Kassel, en Allemagne. Chef de projet en développement logiciel pour une entreprise allemande de taille moyenne spécialisée dans les logiciels d'entreprise. Pas un retraité, un homme qui avait négocié un accord de travail à distance et s'était installé en Thaïlande avec un salaire complet d'environ 5 300 € par mois. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Leur premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant japonais à Khon Kaen. Rüdiger a été surpris de rencontrer une femme thaïlandaise qui voulait discuter de logiciels de planification des ressources d'entreprise tout en mangeant des fèves de soja. Porn a été surprise de rencontrer un homme occidental qui n'avait pas ouvert la conversation en parlant de ses revenus. Ce double étonnement, cette reconnaissance mutuelle, que l'autre personne n'était pas le cliché attendu, a été la fondation de tout ce qui a suivi. Et ce qui a suivi était authentique. C'est important à comprendre. Pas chaque histoire dans le cercle de thé est une arnaque ou une transaction. Porn et Rüdiger sont tombés amoureux de l'amour réel, compliqué, adulte, construit sur une ambition partagée et un respect intellectuel. Ils ont emménagé ensemble après 4 mois. Ils ont discuté de mariage, ils ont discuté d'enfants, ils ont discuté de la seule chose qui les enthousiasmait à parts égales, ouvrir une entreprise ensemble. Le projet. Un espace de travail partagé et un centre de services numériques à Khon Kaen, ciblant la population universitaire croissante de la ville et la communauté des petites entreprises. Porn s'est occupé de la structure juridique thaïlandaise, des licences et du marketing local. Rüdiger a fourni le capital, environ 2 400 000 baht, soit à peu près 60, et 1 000 € et l'infrastructure technologique. L'entreprise a été enregistrée en tant que société à responsabilité limitée thaïlandaise avec Porn, comme actionnaire majoritaire, comme l'exige la loi, et Rüdiger comme actionnaire minoritaire avec un permis de travail en tant que directeur général. L'entreprise a ouvert. Elle fonctionnait bien. Pas follement rentable, mais opérationnellement solide. 47 membres au cours des 6 premiers mois. Les revenus couvrant les coûts au 8e mois, Porn l'a géré avec la compétence de quelqu'un qui comprenait à la fois la culture commerciale thaïlandaise et les attentes des clients occidentaux. Rüdiger s'occupait de l'infrastructure technique, les serveurs, le réseau, le site internet, les systèmes de réservation. Ils formaient une équipe, pas juste un couple, mais une véritable équipe professionnelle dont les compétences se complétaient avec une précision que ni l'un ni l'autre n'avait trouvée dans une relation précédente. Au 14e mois de l'entreprise, l'employeur de Rüdiger en Allemagne a procédé à une restructuration. Son accord de travail à distance a été résilié. On lui a donné un choix. Revenir à Kassel dans les 60 jours ou accepter un package de départ. Le package de départ représentait 3 mois de salaire. Le retour au bureau correspondait à son ancien poste avec une augmentation de 15%. Rüdiger a choisi l'Allemagne. Il l'a annoncé à Porn le soir, même où il a reçu le courriel. Elle a demandé « Et l'entreprise ?» Il a répondu « Tu peux la diriger, tu es meilleur que moi pour ça. » Elle a demandé « Et nous ?» Il a répondu « Je reviendrai. J'ai juste besoin de stabiliser les choses en Allemagne d'abord. » Il est parti pour Kassel. Il a stabilisé les choses. Il n'est pas revenu. Les appels ont suivi le schéma que chaque femme du cercle de thé connaît par cœur hebdomadaire, puis bimensuel, puis mensuel, puis une conversation au 6e mois où Rüdiger a dit « Je pense que je vais rester en Allemagne. L'opportunité professionnelle est trop bonne, je suis désolé. » Porn a dit « Et l'entreprise ?» Rüdiger a dit « Garde-la, elle est à toi. » L'entreprise était nominalement la sienne. Mais les 2 400 000 bahts de capital initial étaient un prêt des économies personnelles de Rüdiger, documenté dans un accord signé que Porn, étant rigoureuse et honnête, avait elle-même insisté pour rédiger. Rüdiger n'a jamais formellement annulé le prêt. Il n'a jamais non plus cherché à le recouvrer. La dette existe dans un vide juridique, une épée suspendue au-dessus d'une entreprise que Porn dirige seul, sachant qu'à n'importe quel moment, Rüdiger ou ses héritiers ou un avocat pourraient exiger le remboursement. Aujourd'hui, Porn dirige toujours l'espace de travail partagé. Il compte maintenant 62 membres et est modestement rentable. Elle a embauché un développeur thaïlandais pour maintenir les systèmes que Rüdiger avait construits. Elle a remboursé environ 400 000 bahts du prêt informel à travers les bénéfices de l'entreprise, envoyant l'argent sur le compte bancaire de Rüdiger en Allemagne avec une documentation méticuleuse. Il a accusé réception des 2 premiers transferts. Il a cessé d'accuser réception des suivants. Porn vient au cercle de thé, non pas parce qu'elle est brisée, mais parce qu'elle est en colère. Elle dit
Il a traité notre entreprise comme un loisir qu'il pouvait abandonner. Il a traité notre relation comme un contrat qu'il pouvait résilier avec préavis. C'est moi qui porte toute l'entreprise, la dette, le personnel, le propriétaire, et lui, il est à Cassel avec une augmentation et la conscience tranquille. C'est moi qui suis resté, c'est moi qui ai fait fonctionner les choses. Et je ne recevrai jamais de reconnaissance pour ça, parce que dans chaque histoire sur la Thaïlande et les hommes étrangers, la femme thaïlandaise est soit la méchante, soit la victime. Je ne suis ni l'une ni l'autre, je suis celle à qui on a laissé le fardeau. La troisième femme est la plus silencieuse du cercle. Mani, tout le monde l'appelle Ni, à 29 ans, et vient de Sakon Nakhon, une province de Lisan connue pour ses temples dans la forêt et ses ciels d'hiver d'un bleu si profond qu'il ressemble à de la porcelaine. Ni a travaillé dans un centre de biens, être d'une station balnéaire à Hua Hin de 20 à 24 ans. Elle a rencontré l'homme, un Britannique, quand elle avait 22 ans. Elle est maintenant mère célibataire, travaille dans une supérette à Udon Thani et vit avec ses parents. L'homme s'appelait Gavin Lockwood, 45 ans au moment de leur rencontre. Originaire de Swindon, en Angleterre, représentant commercial dans le secteur des pièces automobiles. Divorcé d'une épouse britannique. 2 adolescents en Angleterre qu'il voyait un week-end sur 2. La relation a duré 2 ans. Gavin visitait Hua Hin 4 fois par an, 3 semaines à chaque fois. Entre les visites, il s'appelait en vidéo quotidiennement. Il envoyait à Ni 30 000 bahts par mois. Il parlait de s'installer en Thaïlande de manière permanente dans 2 ou 3 ans, quand les enfants seront plus grands. Ni ne posait pas de questions sur ce calendrier. Elle avait appris pas de Gavin, mais de la vie elle-même, que certaines promesses sont comme les graines de papaye. On les plante sans savoir combien germeront, et on attend. La grossesse est survenue lors de la 2e année, non planifiée mais pas mal accueillie. Ni voulait l'enfant, et Gavin, au téléphone depuis Swindon, a dit « C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis des années. Cette fois, je serai un vrai père. » La fille est née au début de l'année suivante. Ils l'ont appelée Lily, c'est Gavin qui a choisi le prénom. Il l'a appelée dans un message accompagné de 3 petits cœurs. Il a pris l'avion pour la Thaïlande pour la naissance, est resté 5 semaines, a tenu le bébé chaque jour, a pris des centaines de photos, a posté certaines d'entre elles sur ses réseaux sociaux avec la légende « Ma petite princesse thaïlandaise » et a dit à Ni « Je serai de retour définitivement avant la fin de l'année. J'ai juste besoin d'organiser les choses. » Gavin est retourné en Angleterre, les transferts mensuels ont continué, les appels ont continué. Le « je serai de retour avant la fin de l'année » est devenu avant le printemps, puis avant l'été, puis quand les choses se calmeront. Ce que les choses signifiaient n'a jamais été précisé. Ni a appris plus tard par un message de la sœur de Gavin, qui avait trouvé le contact de Ni dans le téléphone de Gavin, que Gavin s'était réconcilié avec son ex-femme en Angleterre. La réconciliation avait commencé environ 4 mois après la naissance de Lily. Gavin avait maintenu les 2 relations, simultanément le même schéma que les femmes du cercle de thé avaient vu auparavant, la même arithmétique de la distance qui permet à un homme d'être 2 personnes dans 2 pays. Les transferts ont diminué de 30 000 à 15 000 bahts, puis 10 000, puis 5 000, puis une somme forfaitaire de 50 000 bahts pour l'anniversaire de Lily, et plus rien après. Ni a envoyé des photos de Lily chaque semaine pendant 2 ans. Gavin les ouvrait, les coches bleues le confirmaient. Il répondait de moins en moins. La dernière réponse a été un emoji de pouce levé en réaction à une vidéo de Lily disant « Papa » en regardant l'écran du téléphone. Un pouce levé. Pour sa propre fille disant son nom. Ni a regardé cet emoji pendant longtemps ce soir-là, assise sur son lit dans la chambre qu'elle partage avec Lily et ses parents, essayant de comprendre comment un homme pouvait réduire l'existence de son enfant à un geste que les gens utilisent pour approuver une commande de restaurant. Aujourd'hui, Ni vit avec ses parents à Udon Thani. Elle travaille à la supérette et gagne 9 500 bahts par mois. Lily a 5 ans. Elle a les cheveux châtain clair de Gavin et les yeux de Ni. Elle connaît le mot papa, mais pas la personne. Ni n'a aucun recours juridique, il n'y a ni mariage, ni reconnaissance officielle de paternité en vertu de la loi thaïlandaise, puisque Gavin n'a jamais fait de déclaration au bureau de district. Et poursuivre un tribunal britannique de la famille avec un salaire de vendeuse en Nissan est une impossibilité mathématique. Ni est le membre le plus silencieux du cercle de thé. Elle vient chaque jeudi. Elle s'assoit. Elle boit du thé. Elle écoute les autres femmes. Quand Aruni lui demande si elle veut partager, elle montre parfois une photo de Lily sur son téléphone et dit « Elle m'a demandé hier pourquoi ses cheveux sont différents de ceux des autres enfants. Je lui ai dit que c'est parce que son papa vient d'un pays où le ciel a la couleur de ses cheveux. » Elle a dit « On peut y aller ?» J'ai dit « Peut être un jour. » Je sais pas combien de fois encore je pourrais dire « peut être un jour » avant qu'elle n'entende le mensonge dedans.
La quatrième femme s'appelle Boupfa, mais tout le monde l'appelle Boua. Elle a 53 ans, elle vit à Oudontani, et sa histoire est différente de toutes les autres dans le cercle parce que l'homme qui l'a quitté ne l'a pas fait par choix. Il est mort. Bua était la compagne de fait d'un homme suisse pendant 11 ans. Elle a cuisiné pour lui. Elle a géré ses médicaments. Il souffrait de diabète de type 2, d'hypertension et de gouttes. Elle le conduisait à ses rendez-vous médicaux. Elle a appris à préparer des röstis et un plat traditionnel suisse à base de viande émincée en sauce à la crème parce que la cuisine de son pays lui manquait. Elle tenait sa main dans les hôpitaux. Elle était, dans tous les sens pratiques et émotionnels du terme, son épouse. L'homme s'appelait Werner Grünenfelder, 78 ans au moment de sa mort, originaire de Winterthur, en Suisse. Administrateur postal à la retraite, Werner avait déménagé à Udontani après la mort de sa première épouse, une Suissesse prénommée Ursula, des complications de la maladie d'Alzheimer. Il a rencontré Bua par l'intermédiaire d'une connaissance commune, une femme thaïlandaise mariée, à un ami suisse de Werner. Ils ont vécu ensemble à partir de l'année suivante. Ils ne se sont jamais officiellement mariés parce que la structure de la pension suisse de Werner incluait une prestation de survivant qui serait transférée à la succession d'Ursula s'il se remariait, une complication juridique qu'il n'a jamais entièrement expliquée à Bua et qu'il ne comprenait peu, être pas entièrement lui-même. L'arrangement quotidien était simple. Werner payait toutes les dépenses du ménage. Il a acheté une maison au nom de Bua, 1,9 million, 100 000 bahts. Il a payé des soins dentaires, une nouvelle moto pour le fils de Bua, et a contribué à divers événements familiaux, mariage de nièces, funérailles de grands-parents, ordination de moines. Il a dit à Bua à plusieurs reprises, avec la confiance calme d'un homme qui a travaillé toute sa vie dans l'administration et qui croit que les systèmes fonctionnent. Quand je mourrai, tout sera réglé. Ne t'inquiète pas. Werner est mort dans son sommeil. Arrêt cardiaque. Bua l'a trouvé le matin. Elle a appelé une ambulance. Elle a appelé l'ami suisse de Werner. Elle s'est assise à côté de son corps pendant 4 heures en attendant l'arrivée des officiels parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. 4 heures à côté d'un homme avec qui elle avait partagé 11 ans de matins, de médicaments, de repas préparés avec soin, de nuit où elle l'écoutait ronfler et vérifier qu'il respirait encore. Parce que sa santé l'inquiétait constamment 4 heures à tenir la main d'un homme dont la main était déjà froide. Ce que tout sera réglé signifiait réellement est devenu clair dans les semaines qui ont suivi. Werner n'avait pas fait de testament thaïlandais. Il avait un testament suisse rédigé bien avant de rencontrer Bua, léguant ses avoirs à ses 2 enfants adultes de son mariage avec Ursula, un fils prénommé Marcus, pharmacien à Berne, et une fille prénommée Sabine, graphiste à Zurich. Le testament suisse ne mentionnait ni Bua, ni la maison du Dontani, ni aucun avoir thaïlandais. La maison au nom de Bua était légalement la sienne, c'était la seule chose qui a survécu, tout le reste s'est effondré. Les comptes bancaires suisses, de Werner environ 140 000 francs suisses, ont été gelés en attendant l'homologation du testament. Marcus et Sabine, qui savaient que Bua existait mais ne l'avaient jamais rencontré, ont engagé un avocat suisse pour gérer la succession. L'avocat a contacté Bua par l'intermédiaire de l'ambassade suisse à Bangkok et l'a informé dans un courrier formel en anglais qu'elle a dû faire traduire qu'elle n'avait aucun droit légal sur les avoirs suisses de Werner, puisqu'il n'avait jamais été marié. Le compte bancaire thaïlandais de Werner, environ 380 000 bahts, a également été gelé. En vertu de la loi thaïlandaise, le compte bancaire d'un ressortissant étranger à son décès nécessite une ordonnance du tribunal pour être débloqué, impliquant des certificats de décès, une attestation de l'ambassade et fréquemment l'intervention des héritiers du pays d'origine du défunt. Le processus a pris 9 mois. Quand le compte a finalement été débloqué, Marcus et Sabine, par l'intermédiaire de leur avocat, l'ont réclamé comme faisant partie de la succession. Bua a engagé un avocat thaïlandais qui a argumenté que les fonds constituaient des biens conjugaux communs. L'affaire a été réglée à l'amiable. Bua a reçu 200 000 bahts. Le reste est parti en Suisse. La pension de Werner, qui était déposée sur son compte thaïlandais, chaque mois s'est arrêtée avec sa mort. Le système suisse de prestation de survivants est réservé aux conjoints légaux. Bua n'était pas une conjointe légale. Elle n'a rien reçu. 11 ans de soins, 0 statut juridique. Aujourd'hui, Bua vit dans la maison que Werner a achetée. Elle n'a aucun revenu, à part ce que son fils, un mécanicien moto, gagnant 14 000 bahts par mois, peut contribuer. Et ce qu'elle gagne en vendant de la nourriture préparée au marché matinal local, riz gluant, poulet grillé, salade de papaye. Un bon jour, elle dégage un bénéfice de 400 bahts.
Un mauvais jour, moins de 200. Elle a 53 ans. Elle a donné 11 ans de sa vie à un homme qui a dit « ne t'inquiète pas ». Elle a laissé avec une maison, un étal de marché et la pauvreté particulière d'une femme qui a fait confiance à une promesse qui n'a jamais été mise par écrit. Bua ne vient pas souvent au cercle de thé. Quand elle vient, elle apporte de la nourriture, du poulet grillé toujours et le distribue sans commentaire. Harouni lui a demandé une fois ce qu'elle dirait à Werner si elle le pouvait. Bua a dit « Je lui dirais, tu aurais dû m'épouser, pas par amour, pour le papier. » Le papier, c'est ce qui survit quand l'homme ne survit pas. La 5e femme est celle dont l'histoire empêche Harouni de dormir certaines nuits. Elle s'appelle Ratana, mais tout le monde l'appelle Tan. Elle a 38 ans. Elle vient d'Udontani. Elle est, avec Porn, la femme la plus instruite du cercle de thé. Elle possède un diplôme en éducation de la petite enfance de l'université Rajabat d'Udontani. Elle a travaillé comme institutrice de maternelle avant son mariage. Elle est intelligente, patiente, et avant la bataille, pour la garde, le genre de personne qui croyait que les systèmes fonctionnent, que les lois protègent et que la décence a une structure. L'homme s'appelle Mikael Lindqvist, 48 ans, originaire d'Uppsala, en Suède. Ingénieur environnemental pour une société de conseil scandinave ayant des projets à travers l'Asie du Sud-Est, basé à Bangkok pendant 5 ans, puis relocalisé à Udontani quand il a épousé Tan. Le mariage était légal. Enregistré au bureau de district, reconnu en vertu du droit thaïlandais et du droit suédois. Mikael a tout fait correctement sur le papier, enregistrement du mariage, certificat de naissance des enfants, avec documentation de double nationalité, son nom sur les documents, le nom de Tan sur les documents. Tout était symétrique. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ils ont eu 2 enfants. Un fils, Axel, maintenant 7 ans, et une fille, Maja, maintenant 5 ans. Tous 2 de nationalité thaïlandaise et suédoise. Tous 2 nés à Udontani, tous 2 enregistrés auprès de l'ambassade de Suède. Tous 2 détenteurs de passeports suédois en plus de leur passeport thaïlandais. Le mariage s'est détérioré au cours de la 4e année. Pas de manière dramatique, il n'y a eu ni aventure, ni violence, ni trahison unique. L'érosion était culturelle. Mikael était de plus en plus frustré par la structure des obligations familiales, le soutien mensuel aux parents de Tan, l'attente de présence à chaque événement familial, les visites de parents qui restaient plusieurs jours sans invitation. Tan était de plus en plus frustré par l'indisponibilité émotionnelle de Mikael. La réserve scandinave qu'elle avait initialement trouvée apaisante est devenue, au fil des ans, un mur qu'elle ne pouvait pas escalader. Ils parlaient la même langue mais pas le même langage émotionnel, et chaque mois creusait un peu plus le fossé entre 2 cultures qui s'étaient attirées précisément parce qu'elles étaient différentes et qui se repoussaient maintenant pour exactement la même raison. Ils se sont mis d'accord pour se séparer. La question était les enfants. En vertu du droit thaïlandais, la garde revient par défaut à la mère pour les enfants nés dans un mariage, à moins que le père ne fasse une demande au tribunal et ne démontre une cause. Mikael a consulté un avocat. L'avocat à un cabinet de Bangkok spécialisé en droit international de la famille lui a dit qu'un tribunal thaïlandais accorderait presque certainement la garde principale à Tan, avec des droits de visite pour Mikael, surtout si Mikael quittait la Thaïlande. Mikael n'a pas accepté cette réponse. Un vendredi matin, pendant que Tan était au marché matinal en train d'acheter des légumes, Mikael a emmené Axel et Maja à l'aéroport. Il avait leur passeport suédois. Il avait des billets pour Stockholm via Bangkok. Il a envoyé un message à Tan depuis la porte d'embarquement. J'emmène les enfants en Suède. Ils ont besoin d'une meilleure éducation et d'un environnement stable. J'organiserai des visites pour toi. Je suis désolé. Tan a reçu ce message debout dans une allée du marché, tenant un sac de liserons d'eau. Elle a lâché le sac. Elle a appelé Mikael. Pas de réponse. Elle a appelé la compagnie aérienne. Il ne pouvait pas partager d'informations sur les passagers. Elle a appelé la police. La police lui a dit que Mikael, en tant que père légal des enfants avec des passeports valides, avait légalement le droit de voyager avec eux. La réalité juridique est la suivante. La Thaïlande n'est pas signataire de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Cela signifie qu'il n'existe aucun mécanisme juridique automatique permettant à Tan d'obtenir le retour de ses enfants depuis la Suède. Les tribunaux suédois évalueraient l'affaire en vertu du droit suédois de la famille, où Mikael, en tant que citoyen suédois avec un salaire suédois, un domicile suédois et des écoles suédoises pour les enfants, se présenterait comme le parent le plus stable. Tant une institutrice de maternelle gagnant 10 à 7 000 bahts par mois en Isan devrait engager un avocat suédois, se rendre en Suède avec un billet d'avion qu'elle ne peut pas se permettre, présenter son dossier devant un tribunal suédois dans une langue qu'elle ne parle pas, et argumenter pour la garde dans un système juridique qu'elle n'a jamais rencontré. Aujourd'hui,
Tan a parlé à ses enfants lors d'appels vidéo que Michael organise une fois par semaine, 30 minutes, supervisé. Axel parle maintenant plus suédois que thaï. Maja dit encore « maman » en thaï, mais commence à oublier des mots. Tan regarde la langue de sa fille, sa langue maternelle s'évaporer en temps réel à travers un écran, et elle ne peut rien y faire. Chaque semaine, quelques mots de moins. Chaque semaine, l'accent change un peu plus. Chaque semaine, la distance entre une mère et ses enfants se mesure non pas en kilomètres, mais en syllabes perdues. Tan a engagé un avocat thaïlandais qui a envoyé une lettre formelle à l'avocat suédois de Michael demandant le retour des enfants. L'avocat suédois a répondu avec une proposition. Tan pourrait demander un droit de visite par l'intermédiaire du système judiciaire suédois. Délai de traitement, 6 à 12 mois. Documentation requise, traduite, notariée, apostillée. Coût juridique estimé, environ 300 000 bahts, près de 10 à 8 mois du salaire de Tan. Aruni a lancé une collecte au sein du cercle de thé. 14 femmes ont contribué ce qu'elles pouvaient. Total collecté, 47 000 bahts. Ce n'est pas suffisant. Ce sera jamais suffisant. Mais Tan a pris l'enveloppe et l'a serrée contre sa poitrine, et n'a rien dit, parce que certains montants ne se mesurent pas en bas. Tan est la seule femme du groupe qui est suffisamment en colère pour être articulée sur le système. Elle dit « On dit que les femmes thaïlandaises sont les arnaqueuses, qu'on prend l'argent, qu'on vole l'or, qu'on brise les cœurs. Mais qui a mes enfants? Un homme suédois dans une maison suédoise dans une ville suédoise, et la loi thaïlandaise, la loi suédoise, le droit international ne pas les ramener à la maison. Dites-moi qui a été arnaqué, dites-moi qui a perdu davantage. Dites-moi. » Personne dans le cercle ne lui dit. Personne ne peut. Le cercle de thé se réunit un jeudi de la saison des pluies. La terrasse couverte est bruyante sous la pluie qui frappe le toit de tôle ondulée. 8 femmes sont assises sur des chaises en plastique. Le jardin de papayer que Geert a planté sauvage maintenant, non récolté, les fruits qui se fendent et tombent au sol dans une odeur sucrée de décomposition, est visible à travers le rideau de pluie. Aruni verse le thé. Elle place une assiette du poulet grillé de buah au centre du cercle. Les femmes mangent, certaines parlent, d'autres non. La pluie remplit les silences d'une manière que les mots ne pourraient pas. Aruni attend que la pluie s'adoucisse. Puis elle parle pas à une caméra, pas à un public, mais au cercle. Si quelqu'un écoutait depuis l'extérieur, il n'entendrait qu'une femme parlant doucement à d'autres femmes sous un toit en tôle, accompagnée par le bruit de la pluie et le cri occasionnel d'un gecko dans le jardin. 5 femmes. 5 hommes qui sont partis, les raisons sont différentes. Didier la mère qui se casse la hanche, Rudiger l'entreprise qui le rappelle, Gavin la vie plus facile en Angleterre. Verne est mort sans testament, Michael les enfants emmenés et la loi qui ne peut rien faire. Mais le résultat est le même. La femme est ici, l'homme est là-bas. Et entre ici et là-bas, il y a tout ce que nous avons construit ensemble, les maisons, les enfants, les repas, les matins, les années posées au milieu de la distance comme des meubles dans une pièce vide. Je ne raconte pas ces histoires pour que les gens détestent les hommes étrangers. Mon propre homme Geert était un homme bon. Il a planté ce jardin de papayer. Il a appris à ma fille à faire du vélo. Il pensait ce qu'il disait quand il le disait. Mais penser ce qu'on dit et tenir ce qu'on promet sont 2 muscles différents. Et l'un est plus fort que l'autre. Les hommes qui viennent ici, la plupart d'entre eux, cherchent quelque chose de vrai. Et ils le trouvent. Nous le leur donnons, la chaleur, les repas, la famille, le sentiment d'être nécessaire. Nous le donnons librement parce que c'est ce que nous savons donner. Mais quand le don cesse de fonctionner, quand la mère tombe malade, quand l'entreprise appelle, quand la nouvelle femme apparaît, quand le corps lâche, quand les enfants deviennent un levier, l'homme peut partir. Il a un passeport qui ouvre les portes. Il a une pension qui le suit. Il a un système juridique qui le reconnaît. Nous avons une maison avec une personne en moins et un téléphone qui sonne de moins en moins chaque mois. Je ne demande pas de pitié. Ces femmes ne veulent pas de pitié. Prat travaille chaque matin. Por dirige une entreprise. Ni élève sa fille. Bu avant du poulet à 5 heures du matin. Tant se bat contre un système juridique à travers 12 fuseaux horaires. Ce ne sont pas des femmes faibles. Ce sont des femmes qui sont restées quand rester était plus difficile que partir. Le titre dit que les hommes ont fui la Thaïlande. C'est vrai. Ils l'ont fait. Mais le titre devrait aussi dire ce qu'ils ont fui. Ils ont fui les femmes qui les aimaient. Ils ont fui les enfants qui les appelaient papa. Ils ont fui les maisons qu'ils ont construites et les jardins qu'ils ont plantés et les promesses qu'ils ont faites sous les manguiers et lors des cérémonies au temple et dans des lits où ils tenaient quelqu'un dans leurs bras en disant « Je ne te quitterai jamais ». Ils se sont fuis eux-mêmes. La version d'eux-mêmes qui existait ici. La version qui était plus douce, plus gentille, plus courageuse, plus vivante. La version que
ce pays que ces femmes avaient rendu possible. Et quand ils sont rentrés chez eux à Bourg-en-Bresse, à Cassel, à Swindon, à Winterthur, à Uppsala, ils sont redevenus les hommes qu'ils étaient avant. Et les hommes qu'ils étaient avant n'avaient pas besoin de nous. C'est l'histoire que personne ne raconte. Pas que les femmes thaïlandaises sont laissées seules, mais que les hommes qui sont partis étaient de meilleurs hommes quand ils étaient ici, et qu'ils ont choisi, un par un, de cesser d'être ces hommes. Pas parce qu'ils le devaient, parce que c'était plus facile. Partir est toujours plus facile. Nous sommes celles pour qui partir n'a jamais été une option. La pluie reprend. Le gecko dans le jardin se tait. Bua pose une deuxième assiette de poulet grillé au centre du cercle. Quelqu'un remplit les tasses de thé. Tan regarde son téléphone, pas de message, pas d'appel manqué, pas de notification. L'écran affiche une photo de fond d'écran. Axel et Maja, dans le jardin de la maison d'Udon-Tani, couverts de boue, riant aux éclats, tenant chacun une mangue trop mûre comme un trophée. La photo a été prise un samedi matin, environ 1 an avant le départ de Michael. Tan ne se souvient pas qui a pris la photo. Elle pense que c'était elle. Mais parfois, tard le soir, elle se demande si c'était Michael, si cette image de bonheur parfait et boueux est vue à travers les yeux d'un homme qui planifiait déjà, quelque part dans les profondeurs de son cerveau, calculateur et méthodique, le vendredi matin où il emmènerait ses 2 enfants couverts de boue et de rire vers un aéroport, et une vie où leur mère deviendrait une voix sur un écran pendant 30 minutes par semaine. Aruni ramasse les tasses, les femmes se lèvent une par une, certaines s'embrassent, d'autres partent en silence. Pré monte sur sa moto une vieille machine dont le moteur tousse dans l'air humide et disparaît dans la nuit en direction de Nong Khai. Porn vérifie ses courriels professionnels en marchant vers sa voiture. Ni appelle sa mère pour vérifier que Lily dort. Bua récupère ses plats vides et les range dans un sac en plastique avec des gestes précis qui racontent 30 ans de femme, qui ne gaspillent rien, ni la nourriture, ni le temps, ni l'espoir, même quand l'espoir ne rapporte plus rien. Tan est la dernière à partir. Elle reste debout un moment dans le jardin de papayer, sous la pluie qui a cessé mais dont les gouttes continuent de tomber des feuilles, et elle regarde les fruits que personne ne récolte. Certains sont mûrs, certains sont pourris, certains sont encore verts, accrochés au tronc avec une obstination qui n'a rien de poétique, c'est simplement ce que font les fruits. Ils restent accrochés aussi longtemps qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont nulle part d'autre où aller. Tan touche l'un des papayers, le tronc humide, lisse, tiède malgré la pluie, et ne dit rien. Puis elle marche jusqu'à la route, monte sur le siège arrière d'un taxi-moto et donne son adresse. Le conducteur ne lui demande pas pourquoi elle a les yeux rouges. À Udon-Thani, les jeudis soirs, un certain nombre de femmes ont les yeux rouges. Personne ne pose de questions, tout le monde sait. Le jardin reste. Les papayers restent. La terrasse avec ses chaises en plastique et ses traces de thé sur la table en béton reste. La tôle ondulée refroidit dans la nuit. Un gecko sort de sa cachette et traverse la terrasse en diagonale, comme s'il allait quelque part d'important. Il n'ira nulle part. Il est chez lui. C'est la différence entre le gecko et les hommes dont on a parlé ce soir. Le gecko reste parce qu'il n'a pas de passeport, pas de billet d'avion, pas d'entreprise qui l'appelle, pas de mère qui tombe, pas d'ex-femme qui le reprend. Il reste parce que c'est ici, sous cette tôle, à côté de ce jardin, que sa vie se passe. Il se demande pas s'il y a mieux ailleurs. Il mange les insectes qui viennent à lui, il dort quand la chaleur l'écrase, et il crie dans la nuit parce que c'est ce que font les geckos, ils crient, et ils restent, et ils ne promettent rien à personne. Les femmes du cercle de thé font la même chose. Elles crient pas fort, pas en public, pas devant les enfants, mais ici, le jeudi soir entre elles, sous la tôle, et elles restent, pas parce que rester est héroïque, pas parce que rester est noble, mais parce que rester est ce qu'on fait quand partir n'est pas une option, et que la vie continue de demander qu'on prépare le dîner, qu'on ouvre la supérette, qu'on allume le grill à 5 heures du matin, qu'on envoie une photo de plus à un écran qui ne répond plus. Si vous regardez cette vidéo, et que vous reconnaissez quelque chose, un geste, une promesse, un jardin que vous avez planté quelque part et que vous avez cessé d'arroser, ne fermez pas l'écran. Ne passez pas à la vidéo suivante, restez un moment avec l'inconfort. Parce que l'inconfort que vous ressentez en ce moment, en regardant cette vidéo dans votre salon, avec votre connexion Internet et votre passeport dans le tiroir et votre liberté de mouvement intacte, cet inconfort n'est qu'une fraction infinitésimale de ce que ressentent ces femmes chaque matin quand elles se réveillent dans une maison construite pour 2 et habitée par une. Et si vous êtes en train de construire une vie avec quelqu'un en Thaïlande, ou si vous envisagez de le faire, comprenez ceci, vous construisez sur un sol que vous pouvez quitter. Elle ne le peut pas. Construisez en conséquence. Planifiez en conséquence. Et si vous devez partir, partez bien. Partez avec des documents, partez avec des dispositions, partez avec un testament. Partez avec le courage d'être aussi honnête sur votre départ que vous l'avez été sur votre arrivée. Parce que le jardin de papayer ne cesse pas de pousser quand vous montez dans l'avion. Quelqu'un doit le récolter. Et ce ne sera pas vous. Si ces histoires vous ont touché, si elles vous ont fait réfléchir, si elles vous ont montré un angle que vous n'aviez jamais considéré, abonnez-vous à cette chaîne.
Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire aide à donner une voix à celles qui n'en ont pas. Et revenez jeudi prochain, le cercle de thé sera là, les chaises en plastique seront là, le thé sera chaud, et il y aura d'autres histoires, il y a toujours d'autres histoires,